l'Afrique en avant-garde des énergies? Quelle coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Yacouba, Ibrahim Yacouba, ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables de la République du Niger. Bienvenue, Monsieur le ministre. Avec nous, Jean-Pierre Favnec, professeur et spécialiste de l'énergie à Paris-Dauphine. Bienvenue. Myriam Kassimi-Fournier, fondatrice et directrice générale de Senji. Bienvenue. Et enfin, Monsieur Charles Mba, ancien ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances, du Budget et de la privatisation de la République du Gabon. Alors la planète s'accorde sur l'urgence de transiter vers les énergies vertes, mais le monde reste également confronté à une réalité, c'est le difficile détachement des énergies fossiles en raison des besoins des populations, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et aujourd'hui, il est important de voir comment les deux continents peuvent coopérer ensemble pour arriver à continuer de se développer tout en préservant la planète. Et j'ouvre ce débat en posant cette question, parce qu'on sent que le monde est face à un dilemme. On en parle depuis quelques années. Quand on parle à la COP, il y a le sujet qui revient à chaque fois. L'Europe, d'un côté, qui demande aux pays riches en énergie fossile, que sont les pays de l'Afrique, de réduire les investissements dans ce domaine-là, de les abandonner, alors que 650 millions de personnes sont encore privées d'électricité sur le continent et que l'Afrique reste peu développée. Alors aujourd'hui, comment faire face à ce dilemme et comment les États africains, je me tourne d'abord vers vous, Monsieur Ibrahim Yacouba, est-ce que vous ressentez déjà ce dilemme en tant que pays africain? Et comment vous abordez cette question de la transition énergétique alors que vous faites face à ces réalités de développement? Bien, merci Madame pour l'invitation. Je voudrais dire que s'agissant du dilemme que vous évoquez pour les pays africains, le seul dilemme qu'ils ont à résoudre, c'est celui de l'accès à l'énergie. Non seulement vous avez évoqué qu'il y a à peu près la moitié de la population qui n'a pas d'électricité, mais cette population-là a tendance à croire, ou au niveau global ou au niveau de certains États. Donc le vrai dilemme, la vraie question que nous avons à résoudre, c'est de créer les conditions de l'accès à l'énergie. Il n'y a pas de devenir pour l'Afrique, il n'y a pas de devenir pour notre économie. Nous n'aurions jamais la capacité de transformer ce potentiel africain formidable si nous ne produisons pas l'énergie qui va avec. Or, pour le moment, nos capacités sont réduites. Et c'est cela le dilemme que nous affrontons. Évidemment, aujourd'hui, dans la tendance globale, il y a un débat sur la transition énergétique nécessaire pour que nous nous responsabilisions par rapport au devenir de l'humanité. Mais l'Afrique a défini une position commune. C'est celle de dire que cette transition, elle doit être juste et équitable. Il faut qu'elle nous permette le développement. Il faut qu'elle consacre même fondamentalement la question du droit au développement. Lorsque vous parlez d'énergie en Europe, c'est une autre conception. C'est comment on passe d'une énergie à dominante fossile à une énergie à dominante verte. En Afrique, c'est comment même on crée l'énergie pour le plus grand nombre. Comment est-ce qu'on permet à quelqu'un qui est dans une localité éloignée ou qui est dans une ville d'avoir accès à l'énergie ou abordable géographiquement ou financièrement? Et cette question, elle n'est pas résolue pour la plupart des pays africains. Et même lorsqu'elle est résolue, même dans les pays où vous avez un minimum d'accès à l'énergie, les interruptions sont tellement nombreuses qu'elles coûtent, on estime, entre 3 à 4% de notre PIB. Donc nous, notre seul dilemme, c'est comment on crée les conditions de l'accès à l'énergie. Au demeurant, même en Europe, la dominante, elle est encore fossile dans la plupart des pays que nous avons. Donc vous avez un discours de responsabilisation sur l'environnement, mais vous avez un devoir, une exigence pour nos États de créer les conditions de l'accès à l'énergie. Donc ce dilemme-là, il peut se poser en termes philosophiques, en vérité, mais si nous devons être sincères avec nous-mêmes et en regardant notre responsabilité,
c'est de créer les conditions de l'accès à l'énergie. Pour le moment, il y a une grande injustice qu'il faut réparer, il y a un grand déséquilibre qu'il faut réparer. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de développement à étage. Or, pour le moment, ce développement-là, il est à plusieurs étages entre nous et les autres, et il faut que nous essayions de rattraper cela, et que les partenaires, les amis, soient aussi amis avec nous pour rattraper cela. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je me tourne vers vous, Monsieur Favennec. Alors, certes, vous enseignez à Paris-Dauphine, mais vous avez travaillé très longtemps dans le domaine de l'énergie en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Et c'était d'abord dans le domaine du pétrole. Vous avez... mais moi, ma question, c'est de savoir comment vous avez vécu, en fait, ce passage à l'impératif du renouvelable. Je vais démarrer en reprenant, Lionel Zinsou a parlé de plusieurs choses et qui étaient très importantes. Il m'a fait très peur, je vais faire un peu... quand il a parlé de Saint-Louis du Sénégal, de la langue de Barbarie qui effectivement disparaît, il m'a d'autant plus inquiété que j'y ai passé une grande partie de ma jeunesse et que j'y retourne la semaine prochaine pour le festival de jazz, qui est un élément extrêmement important et que j'ai l'intention d'aller sur la langue de Barbarie pour me baigner. Mais il a parfaitement raison, il y a des problèmes d'érosion et donc on revient à ces problèmes donc, de changement climatique qui sont dramatiques. J'ai la chance d'habiter en Bretagne, c'est du rocher qui est solide, mais dans beaucoup de pays, il y a une érosion qui est catastrophique. Donc l'enjeu actuellement, c'est effectivement de traiter cela. Je rappelle en quelques mots que actuellement, à travers le monde, Monsieur le ministre avait raison de le dire, à travers le monde, on est en fossile à 85%. Hein, donc c'est du pétrole, c'est du charbon, c'est du pétrole, c'est du gaz, et donc on va essayer quand on brûle ces énergies, ça donne du CO2. Le CO2, c'est le fameux effet de serre, ça crée un espèce d'effet de serre qui crée le réchauffement, et donc c'est quelque chose de dramatique. C'est d'autant plus dramatique pour l'Afrique, donc qui se retrouve, ça a été très bien exposé par Lionel Zinsou, par Monsieur le ministre. En fait, l'Afrique émet 3% des émissions de CO2 avec 18% de la population, et on lui demande encore de faire des efforts, alors que en fait, si vous me permettez l'expression, les États-Unis, l'Europe et plus récemment la Chine ont bourré l'atmosphère de CO2 en consommant des quantités énormes. Donc il faut faire face. Alors la solution, elle est compliquée. Il y a 20 ans, la question qui se posait, c'était, je me permets encore de caricaturer, y aura-t-il encore du pétrole à Noël? Maintenant, c'est plus du tout la question. Beaucoup d'experts vous diront que l'essentiel du pétrole, du charbon d'abord, du pétrole et même une partie du gaz devrait être resté dans le sol si on veut éviter le changement climatique. Alors, deux points sur lesquels je vais finir en insistant. C'est le problème de comment remplacer ces énergies par des énergies renouvelables. Certes, il y a des progrès en matière d'éoliennes, en matière de solaire. On parle maintenant de l'hydrogène, j'en dirai deux mots. Et il y a des progrès, mais ce sont des énergies d'abord qui sont assez coûteuses. Il a été très bien cité le fait qu'il faut ce qu'on appelle les matériaux critiques, le cobalt, le cuivre qu'on trouve en particulier en République démocratique du Congo, du lithium qu'on va trouver dans d'autres pays, des terres rares qu'on peut trouver un peu partout. Mais les Européens qui ont des ressources de tout ça sont pas très prêts à exploiter tout ça. Donc ils vont laisser, ça a été très bien dit avant, je sais qu'il y a un gisement de lithium dans la baie de Douarnenez qui est en Bretagne, je suis pas certain qu'on va accepter de le mettre en production. Donc là, il y a un problème. Et la deuxième chose qui était très bien abordée par Monsieur le ministre, c'est de dire, nous avons dans pas mal de pays africains des ressources en pétrole et en gaz, on veut les mettre en production. Monsieur Zinsou avait parlé du Mozambique, du Sénégal, de la Mauritanie, du Ghana, où il y a des ressources. Et le président Macky Sall, l'année dernière, avait très bien dit, mais laissez-nous développer ça, d'abord parce qu'on en a besoin pour le développement. Et là, on rejoint le problème de l'accès à l'énergie. L'énergie, l'électricité est souvent faite à partir de produits pétroliers. Si on remplace par le gaz, c'est déjà mieux. Et puis en plus, ça va nous rapporter un petit peu de devises de manière à pouvoir favoriser notre développement. Donc ça, c'est très important. Et là, je serai un tout petit peu plus optimiste que vous en ce qui concerne l'électrification, tout en sachant que vous avez raison, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'il y a des progrès. Et donc, je suis assez admiratif des progrès qui sont faits dans la plupart des pays africains depuis une vingtaine d'années pour améliorer, même si les résultats ne sont pas encore tout à fait à la hauteur des espérances. Très bien, merci beaucoup. Et je me tourne vers vous, Myriam Kassimi Fournier. Vous êtes en plein dans les énergies renouvelables à travers le solaire notamment. Et aujourd'hui, on sait que les énergies renouvelables, tout le monde est d'accord, il faut les adopter, mais il y a plein de défis aussi pour développer cela. Vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous arrivez à relever les défis liés au développement des énergies renouvelables?
Alors, bonjour à tous, et je commencerai par vous remercier pour l'invitation et ravie de partager ce débat avec des ministres d'État et des experts, et de dire à Jean-Christophe Tortora et ses équipes, merci beaucoup de nous donner toujours la chance de pouvoir se rencontrer, parce que c'est dans ces intelligences collectives, là, entre les deux continents, qu'on réussit justement à trouver ces solutions et à confronter nos débats, et c'est le débat qui crée de l'énergie et qui nous permet finalement d'avancer. Donc, effectivement, depuis quelques années, nous avons trouvé des problématiques à résoudre en Afrique. Et comme vous l'avez dit très justement, chaque pays a finalement des problèmes différents et donc des solutions qui doivent être différentes. Et nous avons pensé des solutions adaptées aux pays africains. La première des choses qu'on a faites en Afrique, c'est justement de résoudre les perturbations électriques de surtension, de sous-tension, de micro-coupures, d'énergie réactive, et je vais m'arrêter là pour la technique, en Algérie, qui pourtant est un pays extrêmement bien raccordé. Extrêmement bien raccordé, ça veut dire qu'il y a 99% de sa population qui a accès à l'énergie, mais cette énergie n'est pas toujours disponible en qualité et en quantité. Et grâce à l'énergie renouvelable, et donc le solaire, en 2016, on a créé ce qu'on appelle des solutions d'ac coupling et de DC coupling, c'est-à-dire qu'on a couplé plusieurs sources d'énergie, donc du réseau conventionnel, du groupe électrogène au diesel, parce qu'il est toujours nécessaire de l'avoir, que l'on soit dans une banque, que l'on soit sur des zones militaires ou bien dans des industries, et également toute la partie photovoltaïque avec les batteries. Donc c'est du courant alternatif avec du courant continu, et ce n'est pas du tout des solutions qu'on avait pensées au départ pour l'Europe, même si j'ai une entreprise en Europe et une entreprise en Afrique. Ce qu'on a aussi très vite découvert, c'est que, comme le disait monsieur le ministre d'État du Niger, c'est que les solutions sont les populations sont éloignées, et la première des urgences pour un État, c'est de leur donner accès à cette électricité. Et on ne va pas aller créer des réseaux de transport qui sont très chers, très longs et très coûteux, mais on va au contraire décentraliser la production là où sont les lieux de consommation. Donc on a développé à la demande de ces pays et de ces sections militaires, par exemple, ou de ces besoins d'électrification rurale, des solutions solaires conteneurisées dans lesquelles on met effectivement du mix énergétique un peu différent. Le sujet donc, que l'on a également besoin d'évoquer, c'est que, en fonction de la zone de pays africains où on en est, le mix énergétique ne va pas être le même. Et le solaire, le 100% solaire, ne fonctionnera pas, déjà pour son intermittence, mais aussi parce qu'on aura besoin de matériaux, parce que dans la nuit et dans l'hiver, on va produire beaucoup moins. Et en fonction du pays et de ses rendements et de ses ressources et de ses richesses, on va développer des mix énergétiques plus ou moins différents. Mais la première chose que l'on a commencé à faire, c'est économiser l'énergie. Parce que, pour reprendre le cas de l'Algérie où on a commencé, puisque l'énergie est subventionnée et extrêmement disponible, puisque c'est un pays gazier et pétrolier qui n'a pas de dette, les subventions de cette énergie fait que l'énergie était souvent gaspillée. Donc on ouvre les fenêtres au moment où on met les climatisations, on a des pics d'énergie, et nous on a commencé par expliquer et faire des études de maîtrise de l'énergie, donc de souveraineté énergétique. Ensuite on met du photovoltaïque, et ensuite on pérennise tout ça avec le pilotage digital. Et je reprendrai juste le cas du Niger, parce que monsieur le ministre d'État est ici. Il a un accès énorme à l'uranium et au charbon. C'est évident qu'on ne va pas lui demander tout de suite de faire du 100% solaire, parce que 88% de sa population n'avait pas accès à l'électricité en 2018. C'est beaucoup moins maintenant, puisqu'il y a eu énormément d'efforts. Donc les solutions qui seront propres au Niger sont différentes de celles du Nigeria, sont aussi différentes de celles de l'Algérie ou d'Afrique du Sud. Et effectivement, l'énergie solaire va avoir une réponse, va pouvoir économiser de l'énergie et du charbon, mais on devra et du CO2, pardon, mais on devra réfléchir à un mix énergétique global. Très bien. On devra réfléchir à un mix énergétique, on y reviendra. Je me tourne vers vous, Monsieur Charles Mba. Le Gabon est un grand producteur historiquement d'énergie fossile, mais est aussi devenu très avant-gardiste sur la question des énergies renouvelables. Alors, comment, depuis le Gabon, vous réussissez à vous positionner sur cette thématique centrale de la transition énergétique en dépit des réalités du pays? Bien, je vous remercie. Comme les autres intervenants, je voudrais remercier la tribune et les organisateurs de ce forum de nous donner la parole ici. Je voudrais dire que vous me donnez l'occasion de montrer que
au fond, l'Afrique est plus sage qu'on ne le dit, parce que en réalité, quand on regarde son mix énergétique, il n'est pas si carbone que cela. C'est cela la vérité. Et le Gabon est exemplaire de ce point de vue parce que sans contrainte, il a choisi de s'orienter vers ces problématiques-là. Voilà. Je crois que, au-delà d'ailleurs de la transition énergétique, quand le président Omar Bongo décide de consacrer une part importante du territoire à des parcs nationaux pour la protection de l'environnement, on est dans cet état d'esprit qui montre bien que la transition énergétique, elle est aussi une question de volonté. C'est une question de volonté et je crois que les Africains sont prêts à prendre ces volontés si on laisse l'Afrique considérer que son premier défi, c'est le développement. Le ministre de l'État l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas à choisir entre l'énergie et le développement, nous avons à faire les deux, et peut-être même d'abord le développement, c'est-à-dire que nos populations ont besoin d'améliorer leurs conditions de vie, leur niveau de vie, la santé, l'éducation, comment dire, le fonctionnement normal d'une économie, des industries transformées. Et pour cela, nous avons besoin d'énergie. Le Gabon, effectivement, fait la démonstration que la transition énergétique, pour les pays, est aussi une question de volonté. Alors... Et je crois personnellement que les Africains, les dirigeants africains sont assez sages parce que l'expérience ou la réalité est que le mix énergétique de l'Afrique n'est pas si catastrophique que cela. Hein? D'accord, très bien. Certains d'entre vous l'ont évoqué précédemment. Avec la guerre en Ukraine, il y a eu un renchérissement des commandes de l'Europe vers l'Afrique, des commandes d'énergie fossile, pour pouvoir alimenter les pays européens. Aujourd'hui, au regard de tout ce que vous avez présenté chacun, quel sens faudrait-il donner, à votre avis, à la coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique, quand on sait qu'il y a des projets comme le gazoduc Nigeria-Algérie qui est en cours, Nigeria-Maroc qui est en cours pour pouvoir renforcer les approvisionnements en Europe. On va faire un tour de table. Monsieur le ministre Yacouba, nous commençons avec vous à tour de rôle et essayez chacun de parler en 1 minute et on va clôturer. Je vais... Bon, sur le sens de la coopération, je pense que c'est un axe nécessaire entre l'Europe et l'Afrique et c'est tellement nécessaire que politiquement, ce cadre-là a été défini depuis au moins 15 ans, bien avant qu'il y ait la guerre en Ukraine. L'Union européenne et l'Afrique ont convenu qu'il faut un cadre de partenariat sur la question énergétique. Maintenant, les événements en Ukraine l'ont accéléré. Et ça, c'est une chose, il va s'accélérer parce qu'il y a les considérations de marché d'abord et les considérations de bon sens. On ira chercher l'énergie là où elle est disponible et elle coûte le moins cher. L'Afrique a ce potentiel-là. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est qu'on recherche dans le partenariat. Il y a la question de dérisquer les pays. Il faut vraiment dérisquer. Je ne parle même pas de dérisquer les investissements parce que ça, c'est une autre thématique, mais il faut dérisquer l'Afrique. Aujourd'hui, la présence des entreprises européennes en Afrique, elle est fortement contrariée par le coût de l'argent, par le risque très élevé qui est attaché à ça. Et puis par une exagération déraisonnable du risque attaché à l'Afrique. Aujourd'hui, il y a des pays qui se portent bien, qui ont des cadres institutionnels bien appropriés, des législations attractives et la volonté aussi d'avoir un partenariat de qualité. Mais l'exagération du risque fait que les investissements sont très, très difficiles. Et ça fait partie des choses sur lesquelles nous devons travailler pour rendre concrète la relation que nous pouvons avoir avec l'Union européenne. Il y a ça, il y a la question de transfert de compétences et surtout la question de volonté. Lorsque vous voulez vraiment être dans un partenariat de qualité, il faut connaître l'Afrique. Il reste encore un déficit pour beaucoup de pays, pour beaucoup d'entreprises européennes, à connaître vraiment ce qui se passe en Afrique. Il y a une dynamique formidable
qui échappe à ceux qui ne connaissent l'Afrique que superficiellement. Et du coup, un jour, on s'est réveillé, on était tellement débordés ou même mis à l'écart parce qu'on n'a pas pris les risques minimums nécessaires et on n'a pas eu simplement le courage et l'audace de regarder ce qui se passe en Afrique. Ce qui se passe en Afrique est formidable, il faut l'accompagner. Voilà ce que je voulais dire sur cet aspect. Enfin, c'est la question du mix énergétique. Dans beaucoup de pays, nous au Niger, on aspire à le faire. À peu près le tiers va être porté sur les énergies renouvelables avec le solaire, l'éolien, etc. C'est un choix que nous faisons et c'est de toute façon aujourd'hui nécessaire. Mais il faut reconnaître aux pays africains le droit d'exploiter toutes les ressources qu'ils possèdent aujourd'hui pour l'énergie. De toute façon, ceux qui ont l'argent le font. Les pays africains, on en parle dans les forums parce qu'on n'a pas l'argent pour l'exploiter. Lorsqu'on parle du choix du fossile ou des renouvelables, nous en parlons dans le forum. Mais entre-temps, beaucoup de pays continuent à mettre des centrales à charbon tous les ans de capacité extraordinaire. D'autres pays en Europe, ils rouvrent ces centrales, ils exploitent. Mais nous, parce que l'argent même, il est censuré tant que vous allez l'investir dans le fossile. Et lorsque vous ne l'avez pas, vous parlez au forum. Mais sinon, je vous assure, le choix, il n'est même pas cornélien, il est très simple. Si nous avions les ressources, nous aurions exploité toutes les ressources. Je vais vous dire tout à l'heure, le Premier ministre l'a dit, la proportion de tonnes de CO2 qui est émise par les Africains. Un Nigérien, il émet 370 fois moins qu'un habitant du Qatar. 370 fois moins qu'un habitant du Qatar. On a du charbon au nord, mais on ne peut même pas faire une centrale pour faire 20-30 mégawatts et donner de l'énergie basique aux populations. C'est totalement injuste et presque irrationnel. Donc ça, il faut le corriger par nos politiques, par le partenariat que nous avons, et puis par une volonté sincère de coopérer vraiment. Corriger les injustices au travers du partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Monsieur Favnek. Oui, merci de me redonner la parole, merci pour les organisateurs. Très rapidement, donc, je crois, que le problème du changement climatique doit être traité, donc il faut réduire les émissions de CO2, mais je l'ai dit, les grands responsables ne sont pas les pays africains, et Monsieur le ministre vient encore de rappeler qu'un Nigérien émet 370 fois moins de CO2 qu'un Qatari, donc il faut le prendre en compte. Donc il faut développer également les énergies renouvelables, qui ne peuvent pas tout résoudre, ça a été évoqué, mais elles sont quand même utiles. Et l'Afrique, là aussi, peut avoir un rôle à jouer. Donc, il faut avancer sur le problème des énergies renouvelables. Et je voulais simplement signaler un programme important de coopération entre l'Europe et l'Afrique dans le domaine des énergies renouvelables. C'est un programme qui est financé à la fois par les pays européens et les pays africains. Et je crois que là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est un sujet qui est en plein développement, le développement des renouvelables. Merci. Très bien. Myriam Fournier-Cassimi, quel sens faudrait-il donner à la coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique de manière à respecter les spécificités de chaque continent ? Alors, je suis assez d'accord que chaque pays africain et même chaque sous-région va avoir des problématiques à résoudre qui vont être très différentes l'une de l'autre. Et nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on a la chance d'avoir des équipes d'ingénieurs, et je voudrais insister là-dessus, qui sont extrêmement bien formées. Depuis plusieurs années sur ces problématiques-là. Et les étudiants africains ont bénéficié d'un engouement très particulier au métier d'ingénieur. Et donc, on peut aller sur place aujourd'hui, avoir des ingénieurs qui sont tout à fait capables en génie électrique, en génie civil, en génie mécanique. Ensuite, il nous faut toute la partie équipement. Et là, l'Europe a quelques années d'avance sur les onduleurs, la fabrication des câbles, l'assemblage d'un certain nombre d'équipements. Les panneaux solaires viennent beaucoup d'Asie, mais il reste une production locale. Et des pays africains ont aussi décidé et se sont lancés dans l'intégration de plus en plus importante de ces équipements qui seront nécessaires pour pouvoir ensuite installer. Et l'intérêt de l'énergie solaire, par exemple, mais aussi des autres mix énergétiques, c'est qu'ensuite, il nous faut des installateurs, donc des métiers locaux, avec des architectes qui vont construire finalement les centrales photovoltaïques en génie civil, et si on doit les mettre sur des structures, mais aussi celui qui va installer, donc l'électricien. Et tout ça, c'est des métiers que l'on forme et qui continuent de créer une émulation au niveau des différents corps de métiers dont on a besoin. Le lien entre l'Union européenne et l'Union africaine, je ne pense pas qu'il soit à créer, mais il est à renforcer. On en est la preuve vivante aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait des années qu'il y a effectivement ces liens. C'était une évidence avec la proximité, l'infrastructure et surtout la diaspora
et l'entrepreneuriat qui est aujourd'hui plus juste à la mode, mais qui donne des résultats très concrets grâce aussi à tous ces réseaux qu'on a créés de femmes entrepreneurs. Et c'est un message particulier que je voulais passer parce que j'ai eu la chance d'avoir quelques distinctions et quelques reconnaissances grâce aux innovations que l'on a trouvé, puisqu'on était face à des problèmes, on a été obligé d'avoir des solutions qui sont devenues des innovations ailleurs. Et ces réseaux de femmes, aujourd'hui, elles sont extrêmement encourageantes parce qu'elles créent des énergies très intéressantes et elles prennent soin de leur environnement. Et pour conclure, la note optimiste que je voulais laisser, c'est qu'aujourd'hui, nos ingénieurs travaillent pour des études très complexes et très poussées pour l'industrie française, par exemple. Et donc, on est en train de créer des solutions et des projets photovoltaïques en France et dans d'autres pays européens. Et c'est mon hub d'ingénieurs basé en Afrique, donc Sénégal, mais aussi d'abord Algérie, qui travaille pour ces solutions complexes. Comme on a eu des problèmes particuliers, encore une fois, de perturbations électriques, de génie électrique assez poussé à résoudre, et bien aujourd'hui, on a des solutions évidentes dans les usines pour l'Europe et on est très fiers de ça. Bien, merci beaucoup. Et nous terminons avec vous, Monsieur Mba. Je disais tout à l'heure que le Gabon est devenu très avant-gardiste sur toutes les questions de transition énergétique. Et on voit la mobilisation aussi internationale autour du continent africain, grâce notamment à son couvert forestier, le bassin du Congo, notamment couvert par le Gabon aussi. Selon vous, en tant qu'ancien membre de gouvernement qui avait participé aux réflexions sur la mise en place de stratégies gouvernementales, nationales, à horizon futur, quel sens faudrait-il donner à la coopération énergétique entre l'Europe et l'Afrique? Sur la coopération de manière générale, j'ai envie de dire que pour coopérer, pour être de bons partenaires, il faut se connaître et se reconnaître. Cela me fait penser à une réflexion que le roi Hassan II fit un jour. Il y avait besoin de dégeler les rapports entre la France et le Maroc, et le journaliste lui avait dit qui doit faire le premier pas. Le roi du Maroc avait répondu la France et l'Europe, parce que nous vous connaissons mieux que vous nous connaissez. Et je pense que l'Europe a besoin de bien connaître et de reconnaître l'Afrique, et notamment, comme cela a été évoqué tout à l'heure par le ministre d'État, de reconnaître que la situation qui est faite à l'Afrique sur cette question de transition énergétique n'est ni équitable ni juste. C'est comme cela qu'on établit, à mon sens, une bonne relation. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous avons dépassé le temps. Merci.